consommation d'énergie. Vous avez été hier encensé pour avoir contribué à réveiller les consciences, mais aujourd'hui, vous êtes vilipendé pour avoir refusé de voir dans le nucléaire un danger imminent. Et je vais tout simplement vous poser la question avec ce Kinder Bueno que je vais ouvrir et commencer à déguster sur ce plateau. Quand je mange ce Kinder... Non, vous voyez, mais je pense que là, aujourd'hui, vous n'allez pas vraiment lui faire de la pub au Kinder Bueno, donc on va pas forcément me le reprocher. Mais la question, c'est est-ce que quand je mange ce Kinder Bueno ou quand je donne ce Kinder Bueno à mes enfants, je suis plus en danger que si j'habite aux abords d'une centrale nucléaire, en vrai? Alors la formule à laquelle vous faites allusion est une formule que j'ai employée parce que vous savez que dans le genre d'exercice que vous proposez, de temps en temps, il faut trouver des moyens très brefs en temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour essayer d'illustrer quelque chose. Et la formule qui a été employée dans l'émission C'est politique, puisque c'est dimanche soir, hein, vous avez mis le feu aux poudres parce que dimanche soir, alors que vous étiez interrogé sur les dangers du nucléaire, vous disiez, et je vous cite, si les centrales sont dangereuses et si on décide de supprimer tout ce qui est dangereux, alors supprimons tout ce qui est dangereux. Les barrages qui provoquent des milliers de morts quand ils cèdent, des usines chimiques, des voitures qui causent des millions de morts par an, et puis finalement, les sucreries comme les Kinder Bueno, voilà ce que vous avez dit, car l'obésité tue beaucoup plus que le nucléaire. 3 millions de personnes par an dans le monde. Et 1,2 million de morts en Europe par an, en effet, voilà. l'obésité. Donc c'était une manière d'illustrer le fait que si on doit regarder ce qui porte atteinte à notre santé, quelle qu'en soit la cause, eh bien, on ne va pas retrouver le nucléaire dans les nuisances qui arrivent en tête. Voilà, c'est un fait. Et je voulais illustrer ça, et dans le feu de la discussion, j'ai pris cet exemple. Vous comprenez que ça ait choqué une partie, notamment des écolos politiques, qui ne comprennent pas votre position? Alors, je vais redire ce que j'ai dit sur le plateau. Je ne considère pas que EELV, pour les nommer, Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui soit dépositaire de la sensibilité de la totalité des gens qui se préoccupent d'environnement. Sinon, il ne ferait pas 4% aux élections, il ferait 80%. Parce que quand vous demandez aux Français si l'environnement est quelque chose qui les préoccupe, alors des fois on essaye de classer ça par rapport au chômage, au pouvoir d'achat et autres trucs de ce... En fait, tout est un peu lié, mais bon. Mais à la sortie notamment de cet été, en effet, la question du dérèglement climatique est une des premières préoccupations des Français. Voilà, vous avez 4 Français sur 5 qui disent oui, effectivement, c'est quelque chose qui me préoccupe, et sauf erreur de ma part, il n'y a pas 4 Français sur 5 qui ont voté pour Monsieur Jadot. Donc je rappelais juste quelque chose, qui est que ce qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui l'écologie politique, par la force des choses, ne représente pas la sensibilité de la totalité des gens qui se préoccupent d'environnement. Mais sur cette question en particulier du nucléaire, évidemment, c'est au cœur des préoccupations depuis cette rentrée. D'abord parce que, comme vous le disiez, c'est au cœur des préoccupations depuis des décennies, parce que ça a été un sujet que les médias ont utilisé de manière récurrente pour cristalliser des oppositions. Alors qu'il y a des tas de... Les médias ou les politiques? Moi, je pense notamment... Ce qu'on appelle un débat public, c'est un débat qui est dans les médias, vous savez. C'est un débat qui est dans les médias, mais restons sur un débat en particulier, un débat particulièrement regardé et attentif, c'est le débat de la présidentielle. Débat de la présidentielle de 2012 entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'était l'un des sujets cruciaux d'opposition entre les deux. Nicolas Sarkozy reprochant à François Hollande son engagement à fermer Fessenheim. Ce n'est pas les médias qui ont inventé ce sujet, quand même. Non, absolument. Mais enfin, dans les engagements de François Hollande, sauf erreur de ma part, il y en avait 60, donc on a choisi de passer beaucoup de temps sur celui-là. Alors c'est un sujet important, particulièrement dans notre pays, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un sujet c'est un marronnier, comme on dit dans votre métier, c'est un truc qui revient en permanence. Je vais prendre un autre exemple, il y a quelque chose qui est également très important dans la vie de nos concitoyens qui s'appelle le pétrole. On n'en parle quasiment jamais dans les médias. Aujourd'hui, on parle des prix de l'essence. Oui, d'accord. Enfin, on en parle quand c'est trop tard. Donc, mais ça fait maintenant, depuis que je m'intéresse au sujet de l'énergie, c'est-à-dire une vingtaine d'années, je sais qu'il va y avoir un sujet climat ou pas climat sur la quantité de pétrole dont on peut disposer dans le monde occidental à partir des années 2005. En gros, c'est ce qui s'est passé, et dans le monde dans son ensemble aux alentours des années 2020. Ce qui est en train de se passer. Ce qui veut dire que hors question silence radio de guerre complet, en Ukraine, hors question de... Oui, hors question, c'est parce que les gisements s'épuisent. Bon, parce qu'il faut des dizaines de millions d'années ou des centaines de millions d'années pour faire du pétrole, et donc quand on consomme ça sur un siècle, ça s'épuise. Et c'est un sujet sur lequel ça a été impossible globalement, et c'est toujours raisonnablement impossible, d'attirer l'attention de vos ex-confrères, de vos confrères, de vos futurs confrères. Donc Or, c'est un sujet majeur. Donc, c'est pas juste parce que le sujet est important. Il y a une organisation des débats médiatiques, et en particulier, dès qu'on peut mettre des étiquettes pro ou anti sur la tête des gens, c'est quand même quelque chose dont votre profession raffole, en règle générale, parce que ça simplifie les choses. Globalement, entre écolos, il y a aussi des écoles. C'est-à-dire que... Si vous regardez les sondages, par exemple, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Il y a pas très longtemps, on avait demandé aux militants EELV, justement, quelle était leur sensibilité sur le nucléaire. C'est pas homogène.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui votent ELV et qui considèrent que le grand méchant, c'est pas le nucléaire. Absolument. Donc c'est quelque chose qui est et c'est comme tous les sujets techniques, c'est des sujets pour lesquels si on prend pas le temps de rentrer un peu dans les détails et d'avoir des avis un peu nuancés, on en ressort avec des positions assez caricaturales. On va le faire, Jean-Marc Jancovici, parce que je trouve ça justement important d'entendre la nuance et d'avoir de la place et du temps pour la nuance. Je voudrais qu'on revienne dans un instant sur la question aussi de la sobriété. Ça veut dire quoi dans nos gestes? Mais pardon, il y a quand même un danger, en tout cas qui est brandi comme une vraie menace. C'est aussi Zaporijjia, c'est aussi la fragilité des centrales nucléaires. Est-ce que quand Jean-Luc Mélenchon, je voudrais juste qu'on écoute ces mots, dit qu'aujourd'hui il y a un vrai danger avec le nucléaire, il a raison ou pas? On l'écoute. Il faut cesser de mentir aux Français en le disant que le nucléaire est une énergie sûre parce qu'elle ne l'est pas et parce que le danger s'est accru dès lors qu'il y a la canicule et la sécheresse. Ce n'est pas vrai que ce soit une énergie stable, au contraire des éoliennes ou des machines marémotrices, puisque nous avons aujourd'hui 29 centrales sur 58 qui sont arrêtées. Autrement dit, parce que tous ces gens viennent de découvrir que le nucléaire aussi est sur la planète Terre, sous le climat de la planète Terre, et qu'on ne refroidit pas une centrale avec de l'eau chaude. Il faut cesser de mentir aux Français. Qui ment? Vous connaissez la loi de Brandolini? Non, allez-y. La loi de Brandolini vous dit que quand vous avez un temps égal pour quelqu'un qui a dit quelque chose d'inexact et quelqu'un qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact, la personne qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact perd toujours. Parce qu'il faut 10 secondes pour dire une bêtise et il faut en général plusieurs minutes pour expliquer pourquoi c'est une bêtise. Prenez-les. Donc on va. Alors d'abord, il n'a pas parlé de Zaporijjia, notre ami Mélenchon. Là, c'était globalement sur la question aussi du réchauffement climatique, alors, mais bien sûr que l'autre menace, c'est sur la question du réchauffement climatique. En gros, une centrale nucléaire, comme toutes les centrales thermiques, est une centrale qui a besoin d'une source froide. C'est vrai également pour les centrales à charbon, c'est vrai également pour les centrales à gaz. Cette source froide, on va aller la chercher soit dans une rivière, soit dans la mer, soit dans l'air. Quand on va la chercher dans l'air, c'est ces grandes tours, vous savez, où il y a de la vapeur, l'image d'Épinal de la centrale nucléaire, là c'est la grande tour de réfrigération. Alors, toutes les centrales en bord de mer n'en ont pas, hein, et on va aller chercher donc la source froide quelque part. À partir du moment où vous avez une diminution du débit dans les fleuves, vous avez la possibilité, évidemment, enfin, vous avez la possibilité, il y a le risque, plus exactement. La question de la sécheresse. De devoir ralentir ou baisser la production d'une centrale nucléaire, mais d'une centrale à charbon aussi. Tout simplement parce que vous avez la possibilité, moins la possibilité de refroidir votre centrale, et donc vous devez baisser la production, vous pouvez produire moins de chaleur à l'intérieur de la centrale. Voilà. Il n'y a pas de problème de sûreté associé à ça. Il risque pas d'y avoir un accident. Le risque, c'est de baisser la production. Toutes les centrales thermiques en bord de fleuve ont exactement le même problème. Il n'y a pas de problème d'accident, il n'y a pas de risque d'accident avec le réchauffement des eaux. Non, vous avez un problème. C'est pas un problème de sûreté, c'est un problème d'exploitation. Après, quand Mélenchon dit que le nucléaire n'est pas sûr, il contredit des études qui sont publiées par les médecins eux-mêmes, disant que quand on compare les inconvénients de toutes les formes de production électrique, eh bien, le nucléaire s'avère être la plus sûre d'entre elles, accident compris. Voilà, donc il faut aller voir ce que racontent les médecins, et j'ai plutôt envie de faire confiance aux études qui sont publiées dans les revues médicales à comité de lecture qu'à monsieur Mélenchon quand il s'agit d'avoir un avis là-dessus. Tout à l'heure, à 15h30, Elisabeth Borne va annoncer son plan de sobriété. C'est un mot que vous utilisez depuis longtemps, le mot de sobriété. Jean-Marc Jancovici, est-ce que, comme a laissé entendre pour l'instant Emmanuel Macron, laisser le chauffage à 19 et baisser la clim, c'est ça la sobriété? Alors pour faire le lien entre les deux questions, je vais préciser une chose importante. C'est pas parce que je considère qu'il y a des affirmations sur la dangerosité du nucléaire qui sont infondées que je mets dans le nucléaire la totalité des marges de manœuvre qui sont à notre disposition pour faire face soit aux questions de pénurie d'énergie fossile, soit aux questions de réchauffement climatique. Je ne l'ai jamais dit et je ne le dirai jamais. Donc il suffit de lire ce que j'écris pour comprendre que je dis deux choses. Je dis le nucléaire n'est pas l'horreur en ce qui concerne la sûreté, c'est pas le truc qui va tuer tout le monde, mais pour autant, il suffit pas de compter sur le nucléaire pour se débarrasser de tous les problèmes que nous avons devant nous. Et en particulier la première marge de manœuvre qu'il va falloir mettre en œuvre en ce qui concerne le défi énergétique et climatique, c'est effectivement ce qu'on appelle la sobriété. Alors la sobriété, c'est quoi? C'est délibérément et de façon organisée baisser
la quantité d'énergie qu'on utilise. Alors baisser l'énergie, ça veut dire baisser le parc de machines qu'on utilise, parce qu'en fait l'énergie, c'est pas vous qui buvez le pétrole et vous mettez pas vos doigts dans la prise. Enfin, je vous le déconseille. Donc ça veut dire utiliser moins, renoncer. Ça veut dire renoncer. Ça veut dire baisser les flux physiques qui sont à notre disposition. Donc ça veut dire avoir des voitures qui se déplacent, qui sont plus petites, qui sont moins nombreuses et qui sont pas motorisées de la même manière. Faire moins de trajets. Donc en avoir moins. Pas nécessairement faire moins de trajets, mais les faire moins longs. Et avec des modes moins mécanisés, on va dire. Ça veut dire que la quantité d'objets qu'on peut s'acheter va baisser, ça veut dire, etc. C'est ce genre de choses, c'est ça que ça veut dire, hein, la sobriété. Et il faut l'organiser de telle sorte qu'on soit pas trop malheureux dans ce genre d'évolution globale. Voilà ce que c'est dans mon esprit. Donc, je reviens à ma question. Quand Emmanuel Macron dit nous allons devoir faire face à la sobriété et dans la même phrase dit qu'il faut laisser le chauffage à 19 et baisser la clim, est-ce que ça suffit ? Non, ça suffira pas. En fait, l'énergie abondante est ce qui a fait la croissance économique des 2 derniers siècles, l'industrialisation, la mondialisation, l'urbanisation, l'augmentation du temps libre, le fait qu'on ait des études longues et des retraites, les 35 heures, les 6 semaines de congés payés, la tertiarisation des emplois. Eh oui, ça fait beaucoup. D'où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que votre profession a eu un peu de mal à comprendre tout ça. Il y a toujours un peu de mal à comprendre tout ça. Vous aimez bien quand même trouver des coupables. J'aime pas trouver des coupables. Vous êtes là, vous avez 20 minutes. Non, j'aime bien trouver celle qui vous ait souvent donné la parole. Souvent, 2 fois, mais dans cette émission où vous avez eu du temps. Soyons précis. Donc, je suis pas en train de vous faire un reproche à vous en particulier. Je suis en train d'essayer d'expliquer pourquoi il y a des gens qui aujourd'hui sont surpris en disant on a tous ces problèmes-là sur les bras, on n'en avait pas conscience. Je suis juste en train d'identifier la cause. La cause, c'est qu'on n'en entend pas souvent parler. Donc, je reviens à ce que je dis. Mais c'est normal, c'est difficile à raccrocher à l'actualité, sauf quand les prix s'envolent ou qu'il y a une guerre quelque part. Les Français eux-mêmes ne sentaient pas de manière palpable cette limite que l'on découvre aujourd'hui, la question de la pénurie, la question de la limite, la question de la menace du blackout. Oui, je suis d'accord. Il y a une autre raison, c'est que le monde économique ne fait pas le lien. C'est-à-dire que le monde économique considère que toute l'information est dans les prix et que s'il n'y a pas de problème avec les prix, il n'y aura pas de problème sur la disponibilité physique à l'avenir. Malheureusement, c'est pas vrai. Donc, pour en venir à la question de la sobriété, ça va donc porter sur tous les sujets que j'évoque là. Quand on commence à rentrer dans l'organisation de la sobriété, on doit également rentrer dans l'aménagement du territoire, la façon dont les gens se déplacent, l'espace habitable, les métiers qu'on va faire, la longueur de nos études, la nature de nos études, etc. On va rentrer dans tout ça. Ça veut dire rationner. Ça veut dire décider de ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Ça veut dire imposer des limites. C'est déjà le cas. Vous êtes rationné au nombre de meurtres, par exemple, le nombre de meurtres auxquels vous avez droit est exactement égal à 0. Voilà. Donc, le rationnement est déjà quelque chose qui existe dans l'organisation de la société. Il y a des choses auxquelles... Pour vous, c'est aussi important ? Je veux dire, pardon, mais encore une fois, vous avez parlé du Kinder Bueno au début. Je préfère juste qu'on soit très précis. Pour vous, le fait de laisser les Français consommer largement et librement des matières qui peuvent abîmer à terme la planète, est-ce que pour vous, c'est une forme de crime ? Alors, c'est pas une forme de crime, mais c'est un arbitrage. C'est-à-dire que c'est un arbitrage au profit du présent et au détriment de l'avenir. Donc c'est un arbitrage, je vais le dire autrement, qui profite aux boomers et aux vieux et au détriment des jeunes. Oui, donc je suis capable de m'incriminer aussi puisque je fais partie de la première catégorie. Et Jean-Marc Jancovici, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous étiez aux manettes, vous diriez il faut rationner l'électricité, il faut dire par habitant il y aura tant. Il y a 2 manières de mettre en place des limites. Il y a toujours eu historiquement 2. Il y a par les quantités et par les prix. Donc une manière de rationner l'énergie entre guillemets, c'est-à-dire de limiter la consommation d'énergie et par exemple de monter son prix délibérément. C'est tout le débat sur la fiscalité de l'énergie. Et puis vous avez une deuxième manière qui est de limiter les quantités. Alors par exemple sur les kilomètres-heure auxquels vous avez droit quand vous êtes en voiture, on limite par les quantités. On ne dit pas plus vous payez cher, plus vous avez le droit de rouler vite. On dit il y a une limite à ne pas dépasser, 80 ou 90 sur route, 130 sur autoroute. Au lieu de dire il faut laisser le chauffage à 19 et baisser la clim, vous estimez qu'Emmanuel Macron aurait dû dire écoutez, on va pendant un temps, on va carrément limiter la vitesse, Alors oui, moi je suis favorable par exemple à ce qu'on baisse la vitesse limite sur autoroute. Ça fait partie des mesures qu'on devrait prendre. Mais par exemple, si on passe tous à l'électrique, si on passe tous, je repose quand même la même question. Sauf que c'est un si qui n'arrivera pas demain matin et je ne sais même pas s'il arrivera un jour. Vous avez aujourd'hui 40 millions de véhicules particuliers en France. Vous avez 1,2 milliard de voitures dans le monde. Les constructeurs sont mondiaux, donc ils vont pas passer à l'électrique juste pour la France. Et quand vous regardez la quantité de matériaux qu'il faudrait pour avoir un parc électrique
de voitures dans le monde, avec toujours des voitures d'une tonne ou d'une tonne et demie qui rouleraient à l'électricité, quand vous regardez la quantité de matériaux pour faire les batteries... C'est pas forcément la solution, au fond. C'est juste qu'on va pas y arriver. C'est-à-dire qu'il y a des limites physiques aussi sur la quantité de métal disponible sur Terre, sur la vitesse à laquelle on peut ouvrir les mines, sur la vitesse à laquelle on peut monter des usines. Donc il faut vite inventer quelque chose d'autre, parce que on interdit les voitures thermiques, et en même temps vous nous dites qu'on n'est pas du tout prêt pour la voiture électrique. Il y a une très bonne voiture électrique qui s'appelle la voiture électrique partagée, ou qui s'appelle le vélo électrique. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On va pas garder 40 millions de véhicules particuliers pesant 1 tonne ou 2 tonnes dans un monde sobre. Il faut se limiter. Donc ça, on va devoir s'organiser avec moins. Est-ce que ça sera un drame? Pas nécessairement. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si ça nous tombe dessus sans qu'on l'ait organisé, là, ça sera désagréable. Vous appelez à une forme de planification et d'anticipation. Oui. C'est aussi ce que Elisabeth Borne propose cet après-midi, puisqu'elle va proposer un certain plan, que la ville de Paris, par exemple, hier, annonce que les monuments, les musées municipaux vont éteindre à 22h, que la Tour Eiffel va éteindre à 23h45, que les bâtiments publics seront moins chauffés. Il y a quand même aussi une question sociale. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec les plus modestes qui vont avoir froid aussi, parce que tout simplement ils n'auront pas les moyens de payer, et les plus riches qui vont quand même continuer à prendre leur jet? Alors si on limite par les prix, c'est ce qui se passe. Et du reste, on le voit bien avec le débat qu'il y a en ce moment sur le bouclier tarifaire, sur l'électricité ou sur le gaz. C'est tout le débat. À partir du moment où on laisse les prix augmenter de manière très forte, ça revient à dire que c'est un effort qui va proportionnellement être plus difficile à supporter pour les gens modestes. Si on limite par les quantités, on n'a pas ce problème. Je vais prendre un exemple récent. Au moment du Covid, on a limité les déplacements par les quantités. C'est-à-dire qu'on a dit riche ou pauvre, vous êtes chez vous, vous avez le droit de sortir 1 heure par jour. Bon, ça c'est quelque chose qui est en fait plus équitable dans le principe. C'est-à-dire que la limite qu'on vous impose dépend moins de vos revenus. Et qu'elle s'impose à tous, que vous soyez riche ou pauvre. Et qu'elle s'impose à tous. Je suis personnellement plus partisan de ce genre de mesures. Je les trouve plus équitables et plus sociales. Donc quand on peut limiter par les quantités, c'est mieux. Mais vous le disiez tout à l'heure, c'est international. Il y a quand même une question qui se pose aussi. C'est que là, pendant que nous, on va laisser le chauffage sur 19, qu'on va, comme le demande par exemple la ministre de la Transition énergétique, interdire les clims avec la porte ouverte, on va aussi envoyer nos footballeurs au Qatar dans des stades à ciel ouvert, climatisés. Oui. Est-ce qu'on n'est pas en train de se donner du mal pour rien? Non. Alors d'abord, c'est 2 problèmes très distincts. Le fait d'envoyer des footballeurs au Qatar, ça dépend des gens qui envoient les footballeurs au Qatar. Donc c'est à eux qu'il faut poser la question, de savoir s'ils considèrent que c'est quelque chose de pertinent. Mais sur l'impact de notre geste, c'est-à-dire que nous, si on se donne ce mal-là... En ce qui nous concerne, l'approvisionnement en pétrole de l'Europe est déjà en train de décliner pour des raisons géologiques. C'est-à-dire la quantité de pétrole qu'on peut importer en Europe est en train de baisser de façon structurelle, tout simplement parce que les gisements pétroliers s'épuisent dans le monde. Et c'est quelque chose qui va continuer à l'avenir. Les 16 premiers fournisseurs de l'Europe devraient voir leur production divisée par 2 d'ici à 2050, ce qui veut dire que la quantité de pétrole qu'on va pouvoir importer en Europe va baisser d'un facteur 2 à 10 d'ici à 2050. De toute façon, il va falloir faire des économies. C'est pareil pour le gaz. Le pic de production mondiale du gaz, c'est aux alentours de 2030. Donc de toute façon, Poutine ou pas Poutine, il va falloir qu'on remplace les chaudières à gaz, il va falloir qu'on ait une industrie qui tourne avec moins de gaz et qu'on arrête de produire de l'électricité au gaz. Poutine ou pas Poutine. Donc de toute façon, ces gestes-là, l'organisation de la société en fonction, il va falloir le faire. Et pour savoir ce qu'il est pertinent de faire en premier, il faut compter. C'est-à-dire, si vous devez 1 milliard d'euros à votre banquier, le fait que vous fassiez une économie sur le Kinder Bueno, ça va pas changer grand-chose. Donc, il faut compter. Et aujourd'hui, le fait de compter les consommations d'énergie, de les hiérarchiser, etc. C'est quelque chose qui est très peu présent dans l'esprit des gestionnaires, tout simplement parce que l'énergie coûtant pas très cher, on s'en est pas beaucoup occupé. Et donc on a fait beaucoup de gâchis. Est-ce que cette question aussi de la décroissance, puisque vous le disiez au fond, vous disiez en fait cette énergie que l'on a développée, c'est ce qui a permis, vous le disiez, les 35 heures, tout en fait finalement. Oui. Notre vie entière repose sur cette consommation d'énergie. Oui. Et si on éteint la lumière, au fond, tout ça s'écroule. Est-ce qu'il faut en passer par une décroissance maîtrisée? Est-ce que c'est ça la solution? C'est-à-dire accepter qu'il n'y aura pas cette croissance infinie? Alors, il faut d'autant plus l'accepter que c'est ce qui va se passer. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Qu'on le veuille ou non, donc autant l'accompagner, quoi. Donc, de toute façon, il va falloir le penser. En gros, il y a quelque chose que je dis aujourd'hui souvent à mes étudiants, c'est tout ce que vous allez imaginer comme solution, il faut que ça passe la rampe dans un monde en décroissance. C'est-à-dire, c'est pas sûr qu'on va l'avoir, le monde en décroissance. Je vous demande même pas de le souhaiter, c'est pas le sujet. Par contre, il faut être sûr que les solutions qu'on imagine n'ont pas besoin impérativement de la croissance pour être opérationnelles.
Parce que si c'est le cas, on prend un risque extrêmement fort et on prend le risque évidemment que ça ne se passe pas comme prévu. Je vais vous prendre un exemple. On parle en ce moment des retraites. Il y a quelques années, j'avais regardé les prévisions de croissance du Conseil d'orientation des retraites pour décider des cotisations d'ici à 2050. Et l'hypothèse la pire, c'était que la croissance n'était que de 1 ou 1,5% par an, alors que bien évidemment, d'ici à 2050, je suis désolé d'annoncer ça, mais enfin je l'ai déjà dit souvent, le monde va pas rester en croissance, il va passer en récession structurelle. Récession structurelle, on voit que l'Allemagne, par exemple, a annoncé déjà qu'elle passerait en récession, alors que Bruno Le Maire dit, lui, que la France va continuer une perspective de croissance, y compris potentiellement de 2,7. Est-ce qu'il est prêt à engager toutes ses économies personnelles sur ce pronostic d'ici à ce qu'il cesse ses fonctions? Vous avez l'air de douter et de vous dire qu'il y a une forme de méthode Coué. Évidemment, mais il est payé pour ça. Donc, ce que je dis juste, c'est que, en fait, après que l'abondance énergétique, c'est-à-dire l'abondance des machines qui produisent pour nous aujourd'hui, ait permis à la production d'augmenter sans cesse, la contraction énergétique va contracter de manière structurelle le parc de machines, année après année, et donc ça va contracter la production, et économiquement, ça s'appelle une récession structurelle. Alors, ça va pas être tous les ans nécessairement, un an il y a de la croissance, un an il y a de la récession, etc. Mais malheureusement, c'est essentiellement dans ce genre de paysage qu'il va falloir apprendre à vivre ensemble. C'est très très différent du paysage dans lequel nous avons vécu jusqu'à maintenant. Et donc ce qui fera la différence, c'est de l'avoir anticipé. Jean-Marc Jancovici, c'est raide de vous interviewer, parce que vous êtes sur la défensive, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, je suis pas sur la défensive, mais de temps en temps, j'essaye encore une fois d'être un peu direct parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais parce que vous êtes aussi les Cassandres. Jean-Marc Jancovici, ingénieur, président du Shift Project et auteur de ce best-seller Un monde sans fin qui a passionné et qui passionne encore les Français. Il est 8h53 sur AMC BFM TV. Merci Apolline de Malherbe. Dans quelques instants, on fait un point sur l'incendie de Somos en Gironde. Ça continue. La veuve d'un terroriste du Bataclan rapatrié en France. Info RMC, on y revient dans quelques secondes. Et puis, le plan du gouvernement pour l'énergie. Comment va-t-on passer l'hiver? À tout de suite. Jolie voiture. Pas mal non plus la vôtre. C'est vert. C'est bleu. Non, il a raison, c'est vert. Allons-y. Vraiment bizarre. Nouvelle Fiat 500, des 139 € par mois sans condition de reprise. Déjà plus de 80% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous?